Il a dit, comme dans tout film, mes scènes sont symboliques. J'ai pas d'argent, j'ai pas de budget, comment je vais pouvoir faire un concert de Bowie dans mon film? Et c'est comme ça. Ouais, donc encore une histoire de fantôme. Donc Sixième Sens. Quand j'ai fait Alpha, pour moi, c'était évidemment impossible de ne pas penser à Cria Cuervos. C'est quand même un des twists les plus grotesques de l'histoire. Bienvenue Julia, re-bienvenue puisque t'es déjà venue toi une fois, il y a longtemps. Ouais. Donc là on est dans un vidéoclub, t'es entouré de 50 000 DVD. Ouais. Le vidéoclub, à quel point c'était quelque chose d'important dans ta cinéphilie, ton amour du cinéma, et à quel point aujourd'hui le physique, le support DVD, Blu-ray ou autre, c'est quelque chose qui est encore important pour toi? Ça a été extrêmement important pour moi dans la mesure où je pense que à l'époque, donc on va dire années 90, je ne donnerai pas de date, c'était un endroit un peu d'émancipation parce que c'était un endroit où on pouvait choisir des films en dehors en fait des goûts de ses parents. Moi c'est la première fois, comme je l'avais peut-être déjà dit, mais c'est la première fois où j'ai choisi un film de Cronenberg juste à cause de l'affiche qui me plaisait, enfin la jaquette qui me plaisait, de la VHS et tout ça. C'est un endroit où on pouvait aller seul, on n'était pas toujours un petit peu confronté aux parents qui se sortent, on regarde ça et tout et tout. Donc c'était un vrai moment de développement du choix personnel. En fait, donc c'était super important, quoi. Ça fait partie de l'éducation culturelle que j'ai eue. Aujourd'hui, par rapport au support, alors moi j'ai encore un, tu sais les lecteurs DVD que tu peux plugger à ton ordinateur. Ah ouais, bien sûr. Tu vois, bon, j'ai encore ce truc-là, donc je regarde encore des DVD. Trop bien. Malheureusement, vu qu'il n'y a plus de vidéoclub à part celui-ci, je regarde mes vieux DVD à moi parce que j'ai quand même une grosse collection. Mais donc j'utilise encore ce médium-là, ce support-là. Donc c'est encore important pour moi, surtout que voilà, on sait que on a des films comme ça auxquels on a envie de revenir hyper souvent, qui sont des films un peu doudou, tu vois, des trucs qui font soit du bien, soit du mal dans le bon sens. Et donc ça, c'est important de les avoir avec soi, quoi. Justement, derrière toi, il y a quelques films que j'imagine font partie de ces films doudou qui peuvent faire du bien ou pas. Je sais pas. Regarde derrière toi dans le rayon. Alors ça, ce n'est pas un film doudou, par exemple. Mais alors pas du tout. C'est un film qui fait très mal à regarder, donc moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, tout est dans le titre. Évidemment, c'est l'adaptation du bouquin de Christiane F. Et le titre en allemand, c'est Les enfants du zoo de Bahnhof. Parce qu'en fait, toute l'histoire tourne autour, donc c'est l'histoire vraie de cette jeune fille qui a découvert dans les années début 80 l'héroïne à Berlin. Et très très jeune, et qui est donc devenue addict à cette substance et qui du coup a été obligée de se prostituer pour soutenir son addiction. C'est une jeune fille qui a priori, à qui rien ne destinait en fait à cette descente aux enfers, même si évidemment en lisant le livre, surtout beaucoup, on a beaucoup d'explications dans son rapport à sa mère, dans le fait que c'était quelqu'un qui avait beaucoup besoin de ne pas être au centre du foyer, qui avait beaucoup besoin de s'échapper. Pour plein de raisons. Et en fait, dans le film et dans le livre, on explique qu'en fait, cette très 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 jeune génération, je sais pas si on parlait de génération, mais en tout cas, cette population berlinoise très très jeune qui était addict à l'héroïne, qui faisait quand même à ce moment-là, qui flambait en fait un peu partout dans le monde. Ils se réunissaient autour de la station de métro à Berlin qui s'appelait Bahnhof Zoo, donc le zoo de Bahnhof. C'est un film qui est extrêmement troublant, évidemment, de par son sujet, de par l'interprétation de l'actrice principale qui est absolument bouleversante. Je crois que c'est un film qui l'a pas laissé indemne du tout. Surtout, c'est un film qui a eu énormément de succès à travers le monde et évidemment, notamment en Allemagne. C'est un film dans lequel on utilise beaucoup la musique de Bowie. Just for one day.
Et d'ailleurs, il y a un concert de Bowie dans le film, qu'en réalité était tourné à New York, parce qu'à l'époque, il était à Broadway. Et alors, figure-toi d'ailleurs que pour les scènes de concert de Bowie, ils ont tourné Bowie à New York. Et pour le public, ils ont tourné pendant un concert d'ACDC à Berlin. Donc en fait, c'est Bowie qui chante à New York et le public d'ACDC à Berlin, ce qui est complètement délai. Enfin, je trouve ça génial comme trouvaille, bien sûr. si tu veux, de mise en scène où tu te dis, j'ai pas d'argent, j'ai pas de budget, comment je vais pouvoir faire un concert de Bowie dans mon film? Et ben, c'est comme ça. Mais en fait, c'est aussi un film qui est très perturbant, comme je disais, parce que beaucoup des très jeunes acteurs, parce qu'ils avaient tous 13-14 ans. C'était une époque où évidemment le cinéma était beaucoup moins encadré en termes de sécurité psychologique pour les enfants et tout ça. Beaucoup des acteurs étaient eux-mêmes des enfants du zoo de Banff. Ce qui évidemment en fait est extrêmement troublant. D'ailleurs, je pense que c'est le cas aussi de celui qui joue son petit ami Detlef, qui pareil avait 14 ans dans le film, qui en fait dans le film est celui qui l'initie à l'héroïne et qui viennent avoir une relation très fusionnelle, très toxique. Tous les deux, et c'est vrai que aujourd'hui c'est extrêmement choquant de penser ça. Après, ce film il a fait que toute une génération d'adultes a d'une certaine manière regardé leurs enfants droit dans les yeux. C'est-à-dire que c'est un film qui est tellement dans la confrontation à ce que c'est que la réalité, en fait, d'être adolescent à ce moment-là, dans ce monde-là, dans un monde où on a des pics de trafic de drogue et tout ça, un monde qui est un peu entre les deux, qui sort d'une guerre, qui va vers l'autre et tout ça, et c'est une manière vraiment d'ouvrir les yeux, je pense, c'est pour ça que ça a aussi bien marché, d'ouvrir les yeux des adultes face à ce qu'on est en fait en train de créer comme génération future. Et d'ailleurs, je crois que c'est un film qui a été beaucoup montré en classe. En ce moment, il y a Adolescence, tu sais, qu'on dit en France, on va le montrer en classe, en Angleterre aussi. Et ben là, c'était pareil en Allemagne. Ils ont montré ce film-là, ce qui honnêtement me paraît aujourd'hui complètement fou. C'est un film qui est très très dur à regarder. C'est vraiment, je veux dire, même à côté de ça, Requiem for a Dream, It's a Walk in the Park. Ah ouais, vraiment. C'est extrêmement dur parce qu'évidemment, il y a aussi toute la question de la prostitution infantile qui est traitée. Et voilà, il n'y a pas d'atermoiement dans ce film. C'est un film qui est très, très, dont l'image est très glauque, très, très terne, très, très passée. Il y a vraiment c'est extrêmement austère, voilà, comme film. Et je le conseille, je pense que c'est, pour tout ce que ça a eu aussi d'implications sociales par la suite et ce que ça dit de cette époque-là, je le conseille énormément. Aussi parce que c'est une expérience émotionnelle très très forte, que c'est incroyablement mis en scène. Après, honnêtement, moi je l'ai pas regardé 2 fois. Ouais, voilà. Okay. Je l'ai vu une fois, je m'en souviens très bien, c'est encore très vivace dans ma tête et pourtant c'était il y a longtemps. Mais voilà, c'est pas un film doudou, c'est pas un film qu'on garde. C'est pas un film qui est en haut de ta bibliothèque, que tu ressors souvent. Non. Bon, alors je pense que le pont est très très... C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça, le pont est très facile à faire avec celui-là. Donc Ria Cuervos de Carlos Saura. Force est de constater en tout cas que celui que je cite le plus dans ce qui m'a moi apporté personnellement dans ma découverte du cinéma et dans ma vie personnelle et plus tard dans mon travail de réalisatrice, c'est Ria Cuervos pour plusieurs raisons. Donc c'est un film qui a été fait en 76, moi je suis née en 83, donc je l'ai découvert soit probablement parce que mes parents devaient avoir la VHS, soit parce qu'il devait passer à la télé, je sais pas. Mais je sais que je l'ai vu quand j'avais genre 7-8 ans. Et c'est l'âge du personnage principal dans le film, Anna, qui est jouée par Anna Torrent. Et là encore, on parle d'une enfance dans tout ce que ça a, là pour le coup, de noirceur. Pas de la même manière évidemment que dans Christiane F, parce que là il y a évidemment la poésie de Saoura qui, bien qu'étant très noire, amène en fait à des idées de mise en scène à l'aune du point de vue du personnage principal qui sont parfois presque comiques. Typiquement, à un moment, la petite décide de tuer sa tante parce que sa mère est morte et sa tante n'arrive pas à la remplacer évidemment puisque ce n'est pas sa mère. Et à un moment, elle décide de la tuer parce qu'elles se sont engueulées à cause de quelque chose. Bon, et elle pense qu'elle va la tuer avec de la strychnine.
Donc parce qu'il y a une poudre dans la cuisine qu'elle voit et on lui avait dit de pas y toucher ou un truc comme ça. Donc elle met de la strychnine et elle lui apporte un thé ou un café, un truc comme ça avec la strychnine dedans. Bon, sauf qu'en fait la strychnine c'était genre du bicarbonate de soude ou alors ou du sucre et que évidemment ça n'a aucun effet. Mais nous, quand on regarde la scène, on est presque, on est vraiment à hauteur du sérieux, de la menace qu'elle peut représenter pour sa tante, parce que on voit tout à travers ses yeux à elle. Donc pour nous aussi, le sucre ou le bicarbonate devient de la strychnine, et on est dans cette tension-là où elle se dit je vais commettre cet acte-là. Et en fait, ce qui est magnifique dans ce film, c'est que tout est vu à travers le regard de cette petite, à travers ses souvenirs, ce qu'elle a de sa mère, ce qu'elle a... alors pas de son père parce qu'elle est persuadée d'avoir tué son père aussi, qui en fait est mort d'un arrêt cardiaque pendant qu'il faisait l'amour à son amante. En fait finalement c'est un film de fantôme parce que c'est quelqu'un qui est tellement dans son imaginaire, qui est tellement dans son monde intérieur dans lequel nous on plonge avec elle grâce à sa aura, que le fantôme de sa mère apparaît régulièrement sous les traits de Geraldine Chaplin. Mais là où ça devient encore plus intéressant qu'un film de fantôme, c'est dans sa manière de jouer avec la temporalité, ce qui est le cas quand même de quasiment tous les films de fantôme. Il y a toujours quelque chose de rétrospectif puisqu'on parle de mémoires qui ressurgissent. Donc il y a forcément une porosité entre le passé et le présent. Mais là, on a une porosité entre le passé, le présent et le futur. Alors ça, je trouve ça incroyable dans un film qui est incroyablement réaliste. Je tiens à le dire. Il n'y a aucun effet. C'est vraiment extrêmement naturaliste dans la manière de mettre en scène. Eh bien, il a choisi Geraldine Chaplin pour jouer la mère d'Anna quand elle a 8 ans, enfin le fantôme de la mère, et pour jouer Anna quand elle a 35 ans et qu'elle parle de son enfance. Et il se trouve que les deux rôles de Geraldine Chaplin parlent face caméra. Ils s'adressent à nous face caméra. Et c'est incroyable parce que nous, souvent, on ne sait pas qui nous parle. Est-ce que c'est Anna quand elle a 35 ans, qui revient sur son enfance, ou est-ce que c'est la mère qui parle à son enfant depuis l'au-delà? Donc on a vraiment cette porosité dans laquelle vraiment il est d'une austérité implacable parce qu'il ne nous donne aucune piste. La cinématographie ne change pas, la manière, les cadres de face caméra ne changent pas, sont les mêmes. Quand on est avec Anna au quotidien, sa vie avec ses sœurs, sa grand-mère qui perd la tête, sa tante, le deuil de son père, tout ça, on est dans quelque chose vraiment de quotidien, qui est filmé au quotidien. Et pourtant, on est hanté par les fantômes d'Anna. Et quand elle les voit, on les voit. Je tiens à dire aussi que la BO, c'est Jeannette, c'est Porque te vas, la chanson que tout le monde connaît et tout ça. Moi, mes parents, du coup, ils m'avaient vu que j'avais aimé le film, ils m'avaient acheté le petit 45 tours que je mettais dans mon manche-disque. Et en fait, il y a une scène où c'est la scène la plus connue, une des plus connues du film, où Anna lance Porque te vas. Je me mettais dans le fauteuil un peu de la même manière que Anna dans le film, et j'écoutais cette chanson en boucle. Et c'est, je crois, la première fois de ma vie que je me suis rendu compte que c'est pas juste qu'on pouvait aimer un film pour son atmosphère, pour son histoire et tout ça, mais qu'on pouvait réellement se projeter soi-même dans un personnage. C'est la première fois que j'ai fait, je crois, le pont avec l'identification au personnage. C'est parfait. Juste rapidement, ce qui est rigolo quand même, c'est que les deux premiers films, c'est un hasard. Mais quand on t'entend en parler, il y a un nombre de ponts et de liens qu'on peut faire avec Alpha, oui, qui est assez ouf. Oui. Vraiment les deux là. Oui, bah oui, évidemment. L'histoire de fantômes. Et d'ailleurs, je tiens à dire que ce qui est intéressant, et je parlais de l'image tout à l'heure de Christian F., qui est, comme je dis, très terne, très passée, les peaux sont très très blanches, les noirs sont très gris, enfin c'est vraiment quelque chose, eux-mêmes sont traités comme des fantômes. Et ce que je trouve intéressant, et peut-être qu'on en reparlera parce que j'ai vu qu'il y avait Amarcord, et d'une certaine manière, pour moi, c'est un lien qui est très évident avec Ria Cuervos, dans l'idée du fantôme et dans l'idée de, à partir du moment où on rentre dans le point de vue d'un enfant, complètement, tout est possible. En fait, tout est possible, la temporalité et la vision n'a plus de limite, en fait. Mais oui, du coup, évidemment, moi, quand j'ai fait Alpha, pour moi, c'était évidemment impossible de ne pas penser à Ria Cuervos.
puisqu'apparemment c'est le film de ma vie. Apparemment, on verra dans 50 ans, mais apparemment ça l'est. Mais évidemment qu'en fait, dans le traitement, c'est justement de la temporalité et de la mémoire et de la manière dont les fantômes adviennent dans le film. Même si moi, j'ai fait le choix de marquer les deux temporalités à l'image, au son, j'ai fait en sorte que tout soit extrêmement poreux. Et de la même manière, je ne donne jamais de piste dans le présent quant à la réalité, de la présence d'Amine. Et que pour moi, comme toute mémoire, la mémoire est un acte rétroactif. Donc pour moi, il était logique que ce soit la fin du film, qu'on réfléchisse à ce qu'on a vu là et qu'on se demande en fait à quel moment il était là et à quel moment il n'était pas là. Et après de retracer les points, voire de voir le film une deuxième fois. Mais c'est vrai que Cria Cuervo, c'est vraiment la même chose. On a besoin d'y retourner pour peler en fait toutes les couches d'un film qui par ailleurs, là où vraiment moi j'ai un respect infini pour ce film, c'est qu'à aucun moment il ne déroge, d'ailleurs Grand Prix à Cannes, entre parenthèses. Tu as commencé à parler d'Amarcord justement. Oui, absolument. Alors Amarcord, alors là, pareil, le pont avec Cria Cuervo, il est assez facile parce que bon, Amarcord, c'est l'histoire de Tita, qui est un garçon, pareil, lui, il a 12 ans, je crois. C'est un jeune adolescent, tout ça, et en fait, bon, évidemment, ça s'appelle Amarcord, qui est en dialecte. Je sais pas de quelle région en Italie, mais c'est un dialecte qui dit je me souviens. À mon souvenir, ça veut dire en italien. Et donc évidemment c'est Fellini qui est là et qui est pareil, lui essaye de reconnecter les points. Mais ce qui est merveilleux dans celui-là, c'est que comme Carlos Saura, mais de manière autrement plus, si tu veux, onirique, néo-réaliste et symbolique, essaye de revenir dans les yeux de l'enfant qu'il a été. Et donc ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que c'est un film qui est très très outré, qui est vraiment presque à la limite de la caricature, à plein d'endroits, je veux dire, tout est grotesque, tous les personnages sont grotesques. Et d'ailleurs, les personnages, il y en a beaucoup qui n'ont pas de nom. Tu as la Gradisca, qui est cette femme ultra voluptueuse, qui se rêve actrice hollywoodienne, qui s'habille comme telle d'ailleurs. Et tu te dis que, en fait, à travers les yeux de Tita, c'est une actrice hollywoodienne qui le fait fantasmer énormément parce qu'elle a beaucoup de forme et qu'elle s'habille très bien, qu'elle est très chic et très séductrice. Si on regardait ça du point de vue, si tu veux, d'un adulte, on se dirait que probablement c'est une prostituée. Tu vois, mais c'est à travers les yeux d'un enfant, l'idéalisation qu'il y a et le fantasme surtout, puisque sa sexualité, il est beaucoup question de sexualité naissante dans le film de Fellini. Tu vois que c'est ces fantasmes aussi qui rendent ce monde-là possible, où une prostituée peut être une star de cinéma, où il y a une femme qui s'appelle la Volpina. Dans le film Volpina, ça veut dire la louve. Et c'est une femme c'est un personnage très étrange, la Volpina, parce que c'est une sorte de clocharde. Qui est très belle, qui a un beau visage, mais il y a quelque chose chez elle de féral. En fait, elle passe pour la folle du village, si tu veux, mais en réalité, c'est un être féral. C'est quelqu'un qui n'a jamais été amadoué ou dompté par la société. Elle est complètement comme un animal sauvage. Elle prend pas soin d'elle, elle est toujours habillée pareil, elle a les cheveux sales, elle fait ses besoins partout dans la ville comme un animal le ferait, et elle a pas de prénom, elle s'appelle la Volpina. Et là pareil, tu te dis, est-ce que ce personnage a existé? Probablement pas, parce que c'est un personnage qui est très très outré. Ou est-ce qu'il est vu à travers toujours le fantasme du petit Tita et de petit Fellini qui, en fait, grossit le trait de tout ça. Et ce qui est vachement intéressant, d'ailleurs, puisque là, je parle que de personnages féminins, il faut savoir qu'il y a aussi la buraliste qui est un sujet de fantasme chez lui, parce c'est une femme très en forme qui a vraiment des très très gros seins, et il insiste énormément à la direction là-dessus, puisqu'on est toujours à travers le regard du petit qui retombe toujours entre ses seins, quoi qu'il arrive, comme ça tombe sur les fesses et tout ça de la Volpina, mais ce qui est de la Gradisca. Mais là, pour le coup, c'est presque, j'ai envie de dire, le miracle et le génie de Fellini, c'est que à aucun moment c'est un regard qui est rabaissant. À aucun moment, c'est un regard qui est sexualisant, certainement, puisque c'est un gamin qui parle que de sexe
toute la journée. Tout ce qu'il dit, il dit je veux des femmes, je veux du sexe. Il dit ça toute la journée. Il a 12 ans. Tu vois, il pense qu'à ça. Il est obsédé par ça. Mais dans son désir naissant d'adolescent, la manière qu'il a de regarder ces femmes est dans une adoration absolue. Et d'ailleurs, il a des beaux rapports avec chacune, parce que toutes, bon, peut-être pas la Volpina, parce que la Volpina, dans son côté animal, elle est plus proche d'un état d'enfant, en fait. Mais la Buraliste et la Gradiska, elles sont vraiment des personnages très maternels avec lui. Et d'ailleurs, évidemment, on peut mettre ça en parallèle avec le fait que dans le film, et c'est là où le film s'assombrit un petit peu, la mère de Tita, elle est en train de mourir d'un cancer. Donc on comprend aussi que la naissance de sa sexualité passe par ce complexe d'Oedipe qui est transféré sur les autres personnages féminins du film. Et je finis juste là-dessus parce que bon voilà, ça pour moi c'est un film très très important. Je voulais juste dire un truc que je trouve très beau quand même, c'est que Fellini, ça c'était un film tardif. C'est pas un de ses premiers films du tout, c'est un film très tardif. Donc déjà l'idée qu'il ait passé sa vie, enfin qu'il ait eu une vie avant de repasser à l'enfance, je trouve à ces souvenirs-là, je trouve que ça dit quelque chose. Et à un moment, dans une interview, je sais qu'il a dit que pour lui, c'était à la fois ça s'appelle Amarcord, donc à mon souvenir, je me souviens, et il dit que pour lui c'est un film d'adieu. Au début, j'ai pas très bien compris pourquoi il disait ça, parce que la mémoire est tellement vivace à travers ces fantasmes du gamin. Je me suis dit, ça n'a rien d'un film d'adieu. Pour moi, au contraire, c'est refaire vivre quelque chose. Donc je comprenais pas où était l'adieu. Et en fait, en lisant en fait toute l'interview de Fellini, il dit que c'est un film d'adieu parce que il dit clairement que c'est un moment qui est dans le passé maintenant. Il tourne à la page pour de bon. Voilà. Et ce qui est incroyable, c'est que dans le film, comme dans Cria Cuervos, la temporalité est très poreuse. À aucun moment, tu as l'impression de faire un deuil. Tu as l'impression que tout s'entremêle tout le temps, passé, présent, que, si tu veux, c'est un labyrinthe, ce film. Et pourtant, pour lui, c'est un film définitif. Et ça, je trouve ça très intriguant et très beau. Voilà. Alors ça, c'est l'opposé d'Amarcord. Voilà. Film opposé. Théorème, d'une certaine manière, c'est aussi un film de fantôme. Il y a cet individu comme ça qui arrive dans la vie de cette famille. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où il vient. On comprend très rapidement que c'est une figure christique qui vient de nulle part et qui rentre dans cette famille proprement bourgeoise et dysfonctionnelle. Pareil, là, je crois qu'il l'a fait en 68, celui-là, si je me plante pas. Je suis quasiment sûre de mon 68, si quelqu'un peut vérifier, mais je suis quasiment sûre de mon 68. Voilà, film 68, bon, évidemment, extrêmement politique, énorme critique du capitalisme naissant en Italie, de la classe bourgeoise. On est sur un père qui est un patron d'usine qui va fermer, mais qui continue sa vie de bourgeois sans aucun problème. Une mère extrêmement ultra rigide, voilà, hyper dans ses principes religieux, tout ça qui bouge pas, et puis des enfants aussi névrosés l'un que l'autre à différents égards, mais tout ça est extrêmement rigide. Et quand cet individu en fait arrive dans la famille, je tiens à préciser que c'est un film qui est fait en 3 parties. C'est introduction, confession, transformation. Et en fait, cet individu christique, donc, qui n'a pas de nom, va en fait faire tomber en pamoison toute cette famille, tous les membres, y compris aussi la femme de chambre et tout ça. Enfin, tous les habitants de cette maison vont tomber fous et perdus de cette personne, et il va avoir des rapports sexuels avec chacun des membres de la famille, tous sexes confondus, sans aucune discrimination. Et à travers ces rapports sexuels-là, il va les aider à se confesser. C'est pour ça que le 2e chapitre s'appelle Confession. Il va les aider en fait à parler de ce qu'est la vérité de ce qu'ils vivent. Et donc à, si tu veux, les déchaîner au sens où on enlève les chaînes de leur rigidité, de leur faux semblant bourgeois, de leur masque social. Et c'est des gens qui vont aller exprimer finalement leur douleur d'être humain pur à cette personne. Et la 3e partie, transformation,
il part, il repart, il les laisse. Et c'est comment sa venue a changé complètement les choses. Et là où ça devient, une fois de plus, quelque chose de beaucoup plus amer et beaucoup, évidemment, qu'il y a toujours une recherche de sacré chez Pasolini, qui croyait profondément en Dieu, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Mais en même temps, il a lié christianisme et marxisme en même temps, c'est assez rare. Mais il croit très, très, très profondément en Dieu, et puis il infuse le sacré, en tout cas, la notion de sacré est vraiment très, très présente dans ses films. Moi, personnellement, j'y ai toujours vu, entre parenthèses, du sacré qui venait de l'humain, mais parce que je le vois à mon aune aussi, mais je pense parce qu'il l'a mis aussi, c'est quelque chose pour lui, l'homme étant une créature de Dieu, il est normal que le sacré vienne de nous aussi. Donc si tu veux, moi je trouve mon compte là-dedans complètement. Et donc en fait, là où ça devient amer et acerbe, politiquement parlant, c'est que à la fin, finalement, la seule qui réussit à transformer vers le haut la rencontre avec cet homme-là, c'est la femme de chambre, évidemment. La femme de chambre qui revient à son village, qui laisse la maison, qui revient à son village et qui décide de ne plus manger, de ne plus parler. Elle s'assoit sur un banc et elle dit plus rien. Et les gens, du coup, se mettent à lui faire des offrandes, juste parce qu'elle est là et elle dit rien et elle mange pas, elle mange pas, elle mange pas. Et on se rend compte qu'elle est en train de devenir une sainte, un peu malgré elle, en fait. Et à la fin, il y a quand même cette image d'elle qui est incroyable, où elle est en élévation, au-dessus des toits du village, comme ça, en position, tu vois, sacrée, pas christique, parce qu'elle n'est pas en croix, mais elle est vraiment comme une sainte, comme ça, en élévation au-dessus des maisons, et tout le monde qui la regarde comme ça, avec ferveur, avec une ferveur toute religieuse. Et c'est c'est une scène absolument magnifique à voir. Enfin, visuellement, c'est fou d'avoir pensé à ça, en fait. Mais c'est pas anodin que ce soit la femme de chambre. Et évidemment, quand on connaît Pasolini. Et pour le reste, évidemment, des bourgeois, les pauvres, ils s'en sortent pas si bien que ça. On a quand même la petite qui se scarifie jusqu'à se faire ses propres stigmates, mais qui sont des stigmates, évidemment, qui ne viennent que d'elle, et qui tombent dans un état de tétanie, finalement jamais résolu. Le père quitte la famille pour aller errer dans le désert comme Oedipe. Alors on ne le voit pas se percer les yeux, mais on n'est pas loin. On se doute que c'est la suite. Je trouve que c'est un film qui est redoutable parce que il est très peu accessible du premier coup. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il a été à ce point censuré. Mais celui-là a quand même fait l'objet de 2 procès pour obscénité et homosexualité, puisqu'il y a des scènes de sexe homosexuel dedans, avec le père et avec le fils. Évidemment, procès pour inceste et évidemment blasphème. Ce qui, une fois de plus, vu qu'il croyait en Dieu, me paraît toujours un petit peu ironique. En tout cas, il est quand même passé, il a eu 2 procès donc, de censure qui ont été gagnés par l'État. Et lui il a fait sa propre défense, Pasolini dans toute sa splendeur. Il a juste dit un truc qui est hyper simple. Il a dit, comme dans tout film, mes scènes sont symboliques. Bon, ça c'est quelque chose, je pense, déjà faut avoir du nerf pour dire ça devant des tribunaux. Et puis surtout c'est très vrai, quoi. Enfin, c'est-à-dire que l'idée que les gens y voient une quelconque forme de rapport à la réalité et d'une absurdité tellement... Enfin, il n'y a rien à expliquer, en fait. Je veux dire, c'est incroyable qu'il ait à dire ça. Ça s'appelle Théorème. C'est en 3 parties. C'est complètement abstrait comme film. Et des gens y ont vu des offenses personnelles à hauteur de leurs croyances et à hauteur de leur statut social. C'est dingue, quand même. Et donc, il a dû dire ça. Pour l'art, mais pour l'humanité en général, à travers son œuvre. Voilà. Je te propose qu'on aille côté anglo-saxon, s'il te plaît. Et à main à droite. Derrière toi, il y a un film Ah, vas-y. Alors, pour passer du coq à l'âne... Ah ouais, vraiment là, grand écart. Le grand écart, mais en même temps, écoute, on a plein de petits plaisirs dans la vie et il faut pas les bouder. Malignante en est un. Je veux dire que, Malignante, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film de James Wan. Quand on sait que le mec est à la tête de toutes les franchises d'horreur qui marchent le mieux au monde, donc les Saw, les Conjuring, les Insidious, tout ça, que le mec est le roi du monde de l'horreur mainstream, quand on voit ça, on se dit...
Mais tu sais, j'ai vu ça un peu comme s'il avait besoin de redevenir un enfant. Ouais. Du haut de son trône et du haut de l'empire qu'il a créé, parce que c'est un empire qu'il a créé, un empire de l'horreur, ouais. J'ai eu l'impression qu'il avait besoin de retrouver les émotions qu'il avait étant enfant dans son rapport au cinéma d'horreur. La jubilation du bis, la jubilation du trop, les grosses, des scènes vraiment, des scènes de mise en scène qui sont qui sont poussées à des niveaux mais tellement grotesque que ça prête à rire. Enfin, vraiment, pour moi, c'est presque une comédie, Malignante. Hein. Moi, j'étais morte de rire de A à Z. Et puis, évidemment, mais j'ai pas envie de faire de spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est quand même un des twists les plus grotesques de l'histoire du film d'horreur, même pour du bis. Mais c'est ça qui est génial parce qu'on sent sa jubilation. On sent que quand il fait ce film, il le fait pour lui. Uniquement, il a pas peur de repartir dans des trucs de écran sursaturé de rouge, de jaune, de vert, des Dutch angles qui datent des années 90, des trucs qui se fait plus du tout aujourd'hui, alors que on sait à quel point c'est quelqu'un qui a la maîtrise du steadicam, des plans comme ça à suspense. Là, il y a zéro suspense. C'est comme s'il foutait tout par la fenêtre. Mais c'est incroyable. Je trouve que c'est un geste de réalisateur qui est très fort. L'idée de se dire, non, mais en fait, là, tout ce que j'ai construit, 2 secondes, ok, c'est bien, je l'ai fait, ça s'est fait. Maintenant, en fait, je vais tout envoyer bouler, je vais juste me faire mon petit plaisir à moi, en espérant que la jubilation soit partagée. Et ça marche complètement. Mais moi, ça m'amuse énormément de voir à quel point il revient. Enfin, il a pas peur de revenir dans une forme de de ringardise. Mais même d'ailleurs dans son choix de casting, il y a un casting complètement B. Enfin, il y a absolument pas de star dedans. Je pense que très très volontairement, il les dirige de telle sorte à ce que le dialogue fasse toujours un petit peu soap opéra. C'est pas très bien joué. You were sick in the head when you were young. Those doctors helped you. It worked for a while. But now your sickness is back and you blame them for fucking you up. No, it's not. Stop lying to us. I'm telling the fucking truth! Mais je pense que c'est exprès, c'est pas du tout contre les acteurs, je pense que c'est totalement volontaire. De la même manière qu'il y a une scène, pour le coup, qui est vraiment magistrale, c'est la scène dans la cellule, où là, la mise en scène, elle est le James Wan qu'on connaît, c'est-à-dire qu'elle est hyper grandiloquente, mais hyper maîtrisée. Mais sinon, comme je te dis, t'as ces espèces de Dutch angle d'avancer dans le couloir, mais des trucs qu'on fait plus aujourd'hui du tout. Et voilà, et ça faisait longtemps, quand j'ai vu ce film, ça faisait longtemps que j'avais pas pris un plaisir aussi, je vais pas dire coupable parce que je me sentais pas coupable, mais un plaisir de gamine, quoi, de voir ça. C'est comme si je découvrais Evil Dead aujourd'hui, tu vois. Autant d'ahurissement, de désinhibition totale de sa part, et un hommage quand même à l'horreur bis qui, pour tous les gros geeks d'horreur, évidemment, on a tous commencé par ça, hein, on a tous commencé par apprécier ça, et ça fait du bien, voilà. C'est une petite bulle d'air frais, on va dire, malignante. Que je conseille pour un bon dimanche soir. Tout à fait d'accord. Oui, alors ça c'est Elephant d'Alan Clark. Moi c'est un film que j'ai découvert. Je vais vous dire, c'est un film qui est tellement théorique que je l'ai découvert en cours d'analyse filmique à la FEMIS. Non mais c'est fou de nous avoir, moi je trouve ça étonnant de nous avoir montré ça, mais c'est un super bon choix parce que en termes de réalisation c'est imparable. C'est un moyen métrage de 40 minutes. Dans le film rien n'est dit, c'est juste des gens qu'on suit comme ça dans des lieux extrêmement géométriques, des couloirs extrêmes avec énormément de perspectives, souvent à distance, beaucoup de plans larges. On suit des gens qui vont tuer d'autres gens. Il y a zéro affect, juste on suit des trajectoires. Et ces gens-là vont jusqu'à un point, tuent quelqu'un, on finit sur un plan fixe sur la victime, on repasse à un autre, trajectoire, travelling, caméra, mouvement, mais extrêmement stabilisé pour l'époque, c'était pas du stead comme dans le Elephant de Gus Van Sant, où là pour le coup on est plus dans quelque chose de jeu vidéo, de l'ordre du point de vue de jeu vidéo puisqu'il utilise le stead énormément. Là on reste sur de la dolly et du travelling la plupart du temps, ou une caméra portée stabilisée. C'est extrêmement théorique, évidemment, parce que le mec ne déroge jamais à ça. C'est quand tu regardes le film,
C'est toujours la même chose. Ça va être, j'avance avec la personne, il tue la personne, plan sur la victime, on passe à quelque chose. Il avance, tac, tac, il tue la personne, plan sur la victime. Et le plan sur la victime, d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'il y en a certains sur lesquels il s'attarde plus que d'autres. Et on se demande pourquoi, d'ailleurs. Il y en a certains, on ne sait pas pourquoi, sur lesquels notamment, le premier, ça fait sens parce que c'est là où il met en place son système. Hein. D'ailleurs, le premier plan, enfin, la première, la première fois où on suit le mec, là, et on passe par une piscine, c'est magnifique. L'ouverture est très très belle et on finit par il tue un mec qui lave par terre, on ne sait pas pourquoi. Bim bam boum, et on reste très longtemps sur ce truc-là. Et après, c'est disons que le théorème pour le coup se reproduit et il continue jusqu'au bout du film sans explication. Il y a très très peu de mots. Quand il y en a, en général, on les entend en plan large. On est en plan large, on les entend très peu. C'est extrêmement austère. Et en fait, c'est un film qui est, malgré cette austérité-là, incroyablement immersif. Et c'est pour ça que je parle de jeux vidéo, et c'est pour ça, à mon avis, que ça a intéressé Gus Van Sant pour son remake, d'Elephone, mais que lui situe à Columbine. When that goes, we should be able to, pick off kids as we traverse the East Wing, right? Ici, c'est censé représenter, évidemment, ça se passe à Belfast, évidemment la guerre civile en Irlande du Nord, et nous montrer de manière... nous montrer par l'absurde, en fait, cette guerre. Puisqu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'absurdité et de quelque chose qui est presque, j'ai presque envie de dire beckettien, même l'humour complètement en moins, mais il y a quelque chose de tellement... Ouais, absurde, enfin, j'ai pas d'autres mots. Je pense que ça me fait penser au théâtre de l'absurde, en fait, quand je vois ça. Mais en fait, on sait ça, on sait parce qu'il l'a dit en interview, on sait que ça parle de cette guerre-là et tout ça. Mais en réalité, je pense que ce film-là, tu peux l'appliquer à n'importe quoi. Tu peux l'appliquer évidemment à d'autres conflits. Tu peux l'appliquer à l'absurdité, si tu veux, des rapports, des interactions humaines, de la violence des interactions humaines en général. Tu peux l'appliquer de manière vachement plus psychanalytique. Tu vois en fait, ce film, c'est un miroir de nous. Et je pense que ça ne se veut que ça, un miroir de notre société ou de nous-mêmes. Pour ce qu'on y trouve d'absurde, c'est-à-dire de l'absence de sens que la vie peut avoir de temps en temps, de l'évanescence, du côté extrêmement éphémère de la vie. Donc ça peut être aussi, c'est ça pour ça que je disais de manière un peu plus psychanalytique, vous pouvez faire ça, mais c'est un film qui, pour moi, ressemble à un miroir. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que l'image du film est très froide, elle est très désaturée en couleurs, mais un peu, et du coup ça lui donne des brillances, si tu veux. Ça veut dire que les surbrillances, elles sont un petit peu poussées, bon, même si c'est grainé, c'est en film et tout ça, mais le fait que ce soit à ce point désaturé me rend l'idée de la qualité d'un miroir, si tu veux. Et voilà, et je trouve que c'est un film qui est... absolument imparable en fait en termes de réalisation. Il n'y a pas besoin de mots, tout ça, c'est l'image qui parle et qui parle de tout. C'est pour ça qu'une fois de plus, j'aime pas trop dire quelle est la réelle histoire en fait de ce conflit-là, parce que je trouve que ça réduirait énormément le potentiel de projection qu'il y a dans ce film. Mais je trouve que voilà, c'est un film, c'est une leçon de mise en scène très clairement. Je t'ai mis derrière toi un film de Shyamalan parce que c'est quelqu'un qui est important. Ouais, donc encore une histoire de fantôme. Donc Sixième Sens. I see dead people. Il a fait son coup de génie, Night, avec celui-là, parce que c'est vrai que un twist comme ça à l'époque, enfin en tout cas dans les souvenirs que j'en ai, la manière qu'on a tous eu de réagir autour de ce film. Quand on l'a vu, les critiques et tout ça, machin, c'est comme si il était en train d'inventer son langage par le twist. D'ailleurs, après, on sait bien qu'il a reproduit ça sur d'autres films. Et c'est pour ça qu'il y a un coup de grâce dedans, parce que évidemment que c'est pas le premier film à twist de l'histoire du cinéma, mais c'est juste que la manière qu'il a de l'amener, là encore à travers les yeux d'un enfant, et je crois sincèrement vraiment que quand on parle de fantômes, prendre le prisme du regard de l'enfant aide à énormément de choses, et ça aide vraiment à accepter justement, si tu veux, une temporalité trouée, comme l'est celle-ci d'ailleurs, puisque évidemment pendant tout le film on pense que, moi je peux faire des spoilers, tout le monde l'a vu, Bruce Willis est là, et à aucun moment est-ce qu'on est censé remettre en question sa présence dans le film, et en fait il fait, voilà ce que
moi j'essaye de faire dans Alpha aussi, c'est-à-dire que j'ai mis plein de pistes pour ceux qui vont revoir le film et qui vont entendre des phrases différemment une fois qu'ils auront compris qu'en fait Amine n'était pas là et qu'il était dans la tête de la mère et dans la tête de la fille. Et en fait, et lui, il le fait aussi quand on revoit le film. Évidemment, I See Dead People. Voilà, mais il y a plein d'autres pistes comme ça. Il y a plein de moments où il joue sur la présence, l'absence, toujours le point de vue du gamin. Il est là, il est pas là. Tout ça, et je pense que voilà, c'est un film qui a, en tout cas, très certainement inventé quelque chose à cet endroit-là. Je pense qu'il a peut-être aussi un tout petit peu inventé, je sais pas, ça a sûrement existé avant, mais le concept du Easter egg, un peu, tu vois. Ah ouais, je vois. Et parce que vraiment, il y a quand même vraiment beaucoup de choses quand tu le revois et que tu te détricotes et tout ça. Et ça, aujourd'hui, c'est un truc dont tout le monde est très friand, tu vois, de revoir les pistes et d'essayer de... Mais ça existait pas tant que ça à l'époque. En tout cas, j'ai l'impression que la réaction a été tellement ébahie par rapport au twist final chez tout le monde, que je me suis dit que, voilà, en tout cas, c'est la naissance de l'univers de quelqu'un. C'est vraiment sa naissance, le sixième sens. Donc voilà, donc c'est un film que j'aime toujours beaucoup, voilà, que j'aime revoir régulièrement. Alors, je crois que le temps passe. Peut-être qu'on peut prioriser un truc. Tu m'as quand même mis 2 films du même cinéaste. Bon bah voilà, donc Cry Baby et Serial Mother de John Waters. Alors oui, ça c'est toute mon enfance. On parlait tout à l'heure de l'importance des vidéoclubs pour se faire sa propre opinion, sa propre culture en dehors des regards des parents, des goûts des parents, et à quel point c'est important quand on est au début de l'adolescence. Bon, bah voilà, moi, Cry Baby, ces 2 films-là, et Serial Mother, c'est vraiment des films qui ont fait partie presque de mes premiers choix, on va dire, personnels. Serial Mother, je l'ai carrément vu au cinéma. Wait for me, boys. Here, all rinsed and ready to recycle. Morning, Miss Sutton. Good morning, guys. Et je l'ai reloué après, parce qu'en fait, alors c'est marrant parce que Serial Mother, j'avais 11 ans. Et c'était interdit aux moins de 12 ans. Mais vu que je suis très grande, je passais pour un peu plus. Donc j'ai réussi à gruger l'entrée et à aller le voir. Et je me rappelle, j'étais avec mon meilleur ami d'enfance qui lui, pour le coup, était très petit. Et donc on a un petit peu embobiné la caissière. Puis finalement, je pense qu'elle s'en foutait complètement. Elle nous a laissé rentrer. Et on était dans un état d'excitation, de jubilation devant ce film. Ça, c'est vraiment une des premières fois, je crois que je sautais littéralement de mon siège, mais pas de peur, mais d'enthousiasme. Quand à chaque fois qu'elle tuait quelqu'un, c'est tellement drôle, évidemment, quand elle tue le mec à coups de gigot. Bon, alors déjà, faut l'inventer. C'est tellement drôle. Cette scène est tellement drôle. Et moi, c'était un des premiers films vraiment... Bon, j'exclus Massacre à la tronçonneuse parce que ça, je me rendais pas compte de ce que je regardais. Mais c'est un des premiers films vraiment gore, parce que c'est gore. Il y a quand même un moment où, sur un couteau, il y a le cœur planté de la personne. Non, le foie. Le foie de la personne planté. Elle plante... je crois que c'est le petit ami de sa fille ou un truc comme ça. Elle le plante, elle ressort le couteau, il y a le foie dessus. Non mais c'est hyper drôle, c'est tellement outré, c'est tellement John Waters, c'est tellement généreux en fait. Voilà, on parle là pour le coup. Personnellement, moi je mets pas John Waters dans le cinéma bis. Hein, pour moi, c'est un grand auteur, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup politiquement pour le cinéma queer, pour le cinéma de genre, qui a fait énormément aussi pour la représentation des femmes à l'écran. Donc moi, je le mets pas du tout dans le cinéma bis. Pour moi, c'est vraiment un grand génie, John Waters. Mais ce que j'aime vraiment, voilà, j'aime son outrance, j'aime son humour, j'aime... Entre parenthèses, pour ceux qui l'ont pas vu, parce que j'ai pas fait le pitch, mais c'est quand même hyper drôle. Donc en fait, Kathleen Turner joue un de ses meilleurs rôles, donc une mère wasp super coincée, en mode je vais à l'église tous les dimanches, je suis celle qui s'occupe de tous les parents d'élèves, la chef des trucs de parents d'élèves, machin, qui est hyper intégrée dans sa société wasp suburbaine et tout ça.
et qui a des enfants qui sont tous les deux un peu des losers. Et en fait, il se trouve que cette femme est en réalité une grande psychopathe et que dès qu'on lui dit non ou dès qu'on touche à un de ses enfants, elle bute les gens. En fait. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que ça s'appelle Serial Mother. C'est que c'est vraiment la maternité dans tout ce qu'elle a de plus féral, animal, la louve par excellence. C'est-à-dire tu touches à un des miens, t'es mort, littéralement. Mr. Stubbins, we are a loving and supportive family. We are doing something wrong, Mrs. Sutphin. I'd recommend therapy for your son. Thank you for taking the time to come to PTA. Mais ce qui est drôle dans ce film, c'est évidemment... Kathleen Turner, elle est vraiment incroyable dedans, faut le voir. Mais ce qui est génial, c'est vraiment les morts, quoi. Ce qu'ils trouvent, mais je vous dis une fois de plus, à un moment, elle tue quelqu'un avec un gigot d'agneau. Mais en le tapant avec, et là on est bon, des trucs, ça nous rappelle presque le début de 2001, l'Odyssée de l'espace, tellement tu sais avec les singes et les os, comme ça, mais enfin c'est complètement délirant. Et voilà, c'est excessivement drôle. Et alors du coup quand je l'ai vu, il y avait plein de sang, tout ça machin, mais j'ai quand même pas menti à mes parents. Je leur ai dit que j'étais allée le voir et que j'avais vraiment adoré ce film. Du coup j'ai emmené mes parents le voir. C'était quoi leur réaction? Bah écoute. À la fois, ils ont beaucoup aimé aussi, je crois qu'ils étaient quand même assez morts de rire, et en même temps, j'avais 11 ans, tu vois. Donc il y avait déjà le petit côté genre, elle est chelou notre fille, parce que je les ai vraiment suppliés d'aller le voir avec moi, parce que c'est un film qui est tellement généreux, qui est tellement pour le partage, parce que toute la salle, ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'est que toute la salle était morte de rire, que toute la salle sautait sur le siège. C'est un moment de communion. Peut-être c'est la première fois que je l'ai vraiment vécu dans une salle. Ça devait être sur ce film. Donc je crois que j'ai aimé l'ambiance de la salle aussi grâce à ce film. Et je voulais le partager avec mes parents en fait. Tu vois, c'est aussi simple que ça sur un film un peu chelou. Voilà, mais qui est formidable. Cry Baby, je reviens. Voilà, mon Cry Baby, c'est l'anti-Grise. Cry, baby. When you was a boy, you had to be the man of this family. But I taught you how to dress, didn't I, Crybaby? You sure did, Uncle Belvedere. Yeah, well, you're the future now, boy. Moi, ce qui m'a plu tout de suite, évidemment, dans ce film, déjà très jeune, c'était le côté très rock'n'roll du film. C'est ultra méga rock'n'roll, la bande-annonce est formidable et tout parle de rock'n'roll. En fait, c'est l'histoire de deux bandes qui s'affrontent dans une petite ville. Il y a les vestes noires, en gros, les cuirs noirs, et les wasps avec leur col relevé. Donc ceux qui écoutent du rock et ceux qui écoutent ce qu'on appelait à l'époque du doo-wop. Voilà. Et les doo-wop, évidemment, c'est ceux qui ont plein de pognon. Et ceux qui écoutent du rock, c'est les parias, ceux qui sont plus dans les quartiers pauvres, les loupards, quoi, ce qu'on appelait les loupards à l'époque, qui est le mot le plus ringard de la planète, excusez-moi. Mais voilà, et en fait, et finalement, c'est quand même... c'est un peu, là où je dis c'est comme Grise, c'est que il y a cette nana qui vient des Wasps, qui s'entiche de Johnny Depp qui est chez les loupards. Donc on a un peu le même truc en fait que dans Grise, sauf que elles sont comment dire, il n'est pas question en fait à l'opposé de Grise, il n'est pas question qu'elle se change elle-même particulièrement pour le mec, mais c'est juste que en rentrant dans le monde de son mec, qui est un monde très particulier, c'est celui de John Waters. Il n'y a pas Divine dedans parce que Divine était déjà décédée à l'époque, mais il y a ces acteurs fétiches, dont celle qui s'appelle la bien nommée en français, parce qu'évidemment moi je l'ai vue en français toute ma vie, celle qui s'appelle Délite Faciès quand même, qui a un visage très particulier, qui a une déformation physique qui est assez particulière sur le visage, mais qui est une de ces actrices fétiches et qui traverse tous ces films. Et en fait, elle découvre à travers cet univers, en fait, le monde d'une certaine manière tel qu'il est vraiment, et la liberté en fait d'être soi-même. Please, Mr. Jailer, won't you let my man go free? Donc c'est l'opposé de Grise, où à la fin de Grise, il faut absolument s'habiller comme son mec a décidé qu'il fallait que s'habiller pour que ce soit acceptable par ses copains, et le rejoindre dans une Cadillac qui vole. Voilà, c'est vraiment l'opposé de ça. Là, on est sur un vrai récit d'émancipation féminine, avec il y a une fille... Il y a un personnage d'une nana qui est enceinte de son 4e gosse à genre 16 ans. c'est hyper drôle. Enfin, c'est drôle. Après un moment, on lui prend ses enfants parce qu'elle fait partie des blousons noirs et tout ça. Et après, ils font un casse parce que ses enfants sont devenus des wasps parce qu'ils ont été adoptés par des wasps. Donc, quand elle les retrouve, ils sont habillés avec des petites collerettes, habillés en rose et bleu. Elle fait non,
et tout ça et tout. Elle les reprend, elle leur remet une banane, un blouson noir sur des gamins qui ont 3 ans. C'est hyper drôle. Enfin, c'est vraiment un cri d'amour à tout ce qui est cher à John Waters, à savoir tous ceux qu'on appelle les marginaux, qui en réalité sont pas du tout les marginaux. Moi, je dis toujours, c'est la société qui est marginale, c'est certainement pas ces gens-là, et John Waters le dit très, très, très bien dans ce film. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup, Julia. Colmini